Stephen King, lu par Vincent. Dead Zone. Zone morte ou l'accident. John Smith avait grandi. Il était devenu étudiant et n'avait plus aucun souvenir de la mauvaise chute qu'il avait faite un jour de janvier 1953. Dès le lycée, il avait eu du mal à s'en rappeler. Quant à ses parents, il n'en avait jamais rien su. C'était un jour de l'hiver 1953. On patinait sur l'étang de Durham. Les grands jouaient au hockey en s'aidant de bâtons et en utilisant 2 paniers de pommes de terre en guise de but. Les petits jouaient la mouche du coche, s'amusant comme ils savent le faire, en se tordant les chevilles, en s'essoufflant, en se tenant mal et de façon comique sur leurs patins. Dans un coin, des pneus brûlaient, en laissant échapper une fumée âcre et noire. Les parents, assis non loin de là, surveillaient leur progéniture. Les scooters de neige étaient encore inconnus, et l'hiver, pour tout divertissement, on devait se contenter des exercices corporels. Johnny, ses patins pendus au cou, était venu lui aussi jusqu'à l'étang. À 6 ans, il était déjà bon patineur. Pas assez sans doute pour se joindre aux joueurs de hockey, mais suffisamment pour rivaliser avec ceux qui faisaient tournoyer leurs bras tels des ailes de moulin afin de conserver leur équilibre. Il s'élança sur la glace avec lenteur, cherchant à se retourner et à patiner à l'envers, à l'exemple de Timmy Benedix. Il entendait le craquement sourd et mystérieux de la glace sous la fine couche de neige. Il entendait le cri des hockeyeurs, le grondement d'un camion roulant sur le pont, les propos étouffés des adultes. Tout allait pour le mieux, pas de problème. Rien à envier à qui que ce soit, si ce n'était à Timmy, pour la virtuosité avec laquelle il patinait à l'envers. En s'approchant des pneus qui se consumaient, Johnny remarqua des grands qui se passaient une bouteille d'alcool. Je peux en avoir cria-t-il à l'adresse de Chuck Spear, emmitouflé dans une grosse veste de bûcheron. Chuck sourit. Oh, sauve-toi, môme. Y a ta mère qui pleure après toi. Le petit Johnny s'éloigna, tout content. Il aperçut sur la route Tim Benedix qui se rendait à l'étang en compagnie de son frère. Timmy hurla Johnny. Regarde. Il entreprit alors de faire un demi-tour et, avec maladresse, se mit à patiner à l'envers, sans se rendre compte qu'il pénétrait dans la surface de jeu des joueurs de hockey. Oh lui cria-t-on. Tire-toi de là. Mais Johnny n'entendit pas les avertissements. Il patinait à l'envers. Enfin, il avait pris de la vitesse. Le balancement de ses jambes parfaitement coordonné, il gardait les yeux baissés, fasciné par leurs mouvements. Le palais de hockey, informe, émoussé, siffla à ses pieds sans qu'il le vît. Un des joueurs, médiocre patineur, s'était lancé à sa poursuite. Chuck, le premier, fut conscient du danger et il cria « Attention, Johnny !» Le petit leva les yeux et à l'instant même reçut sur le dos les 80 kilos du maladroit. Il battit des bras, sa tête heurta la glace et il perdit connaissance. Noir, la glace était noire, noire, noire. On lui expliqua qu'il s'était évanoui. Il ne se souvenait que de cette obsédante sensation d'obscurité, puis du cercle des visages inquiets penchés sur lui, de Timmy qui souriait gauchement, des grands anxieux, de Chuck Spear qui le tenait dans ses bras. La glace était noire, noire. Mais qu'est-ce que tu racontes, fit Chuck. Tu te sens comment? C'est que t'en as pris un sacré coup. Noire, répéta Johnny. La glace était noire. Chuck jeta un coup d'œil à droite et à gauche, puis toucha la grosse bosse qui se formait sur le front du gosse. Oh, désolé, s'excusa le patineur maladroit qui avait provoqué la chute. Je t'avais pas vu. De toute façon, les petits, ils doivent pas venir sur le terrain de hockey, c'est comme ça. Il quêta l'approbation de l'assistance. Johnny, commença Chuck. Il trouvait inquiétant le regard perdu et sombre de son jeune ami. Comment tu te sens? On devrait l'amener chez le médecin, ajouta-t-il. Oh, laisse-le tranquille un moment, conseilla Bill Gendron. Ils lui accordèrent quelques minutes et peu à peu le gosse reprit ses esprits. Ça va, murmura-t-il. Timmy souriait toujours et Johnny se jura de lui faire la nique un jour. Il lui ferait voir de quoi il était capable. Il exécuterait des 8 autour de lui, en avant, en arrière, et ainsi de suite. Viens t'asseoir un moment auprès du feu, fit Chuck. C'est que t'en as pris un sacré coup. Johnny se laissa guider. L'odeur du caoutchouc brûlé l'écœurait. Il avait mal à la tête et sentait sur son front, au-dessus de l'œil gauche, la bosse qui l'élançait. Elle doit être énorme, pensa-t-il. Alors ça y est, tu refais surface? Tu sais où t'habites et qui tu es? Demanda Bill. Oui, oui, ça va. Tout va bien, répondit Johnny. C'est qui tes parents? Demanda Bill. Herb et Vera. Herb et Vera Smith, répondit-il. Chuck et Bill échangèrent un regard et haussèrent les épaules.
Oh, il est bon pour le service, conclut Chuck. Et pour la troisième fois, il commenta l'accident. C'est qu'il en a pris un sacré coup. Mes enfants, fit Bill, en contemplant avec amour ces deux jumelles qui patinaient en se tenant par la main, ce choc aurait pu tuer un adulte. Oui, mais pas un Polonais, répliqua Chuck en plaisantant. Tous éclatèrent de rire. La bouteille d'alcool recommença à circuler de main en main. 10 minutes plus tard, Johnny se tenait à nouveau sur ses patins. Sa migraine s'atténuait, seule subsistait la bosse. Quand il fut de retour chez lui, il avait tout oublié de sa chute et de l'évanouissement qui s'en était suivi. Tout à la joie de sa grande première, il savait patiner à l'envers. Mon Dieu s'exclama sa mère quand elle le vit. Comment est-ce arrivé En tombant, répondit Johnny. Mais t'as pas mal fit-elle en touchant la bosse. Non, non, maman, ça va. C'était la vérité, il se sentait en pleine forme. Tout serait rentré dans l'ordre si c'étaient les cauchemars. Ils commencèrent dans le courant du mois qui suivit l'accident. De mauvais rêves et une tendance à la somnolence à des heures tout à fait inhabituelles. Par un beau matin de la mi-février, Chuck Spears s'aperçut que la batterie de sa vieille DeSoto 1948 était à plat. Il essaya de la recharger à l'aide de la batterie du camion de la ferme. Mais alors qu'il était en train de fixer les pinces crocodiles, la batterie explosa, projetant acide et fragments de plomb. Chuck perdit un œil et Vera déclara que c'était un vrai miracle qu'il ne fût pas devenu totalement aveugle. Johnny fut bouleversé par cet accident. Il alla avec son père rendre visite aux blessés à l'hôpital de Lewiston peu après le drame. Le spectacle de l'infirme dans son lit le traumatisa, et la nuit suivante, il rêva que c'était lui la victime de cet accident de batterie. Les années s'écoulèrent. De temps à autre, Johnny avait d'étranges pressentiments. Il savait par exemple quel disque serait programmé à la radio avant même que le présentateur en eût fait l'annonce. Des trucs dans ce goût-là. Mais il n'établissait aucun lien entre ces trucs et sa chute sur les temps gelés. Il n'y pensait jamais. Ses prémonitions, relativement peu fréquentes, n'avaient rien d'inquiétant, du moins jusqu'à cette soirée de fête foraine où surgit l'effroi, immédiatement avant le deuxième accident qui l'eut par la suite toujours présent à l'esprit. Le voyageur de commerce sillonnait inlassablement le Nebraska et l'Iowa sous le brûlant soleil de l'été 1955. Il conduisait une Mercury vieille de 2 ans qui marquait 120 000 km au compteur, ce qui confirmait le raffut des culbuteurs. Le chauffeur était un paysan mal dégrossi, dont l'entreprise de peinture avait fait faillite à peine 4 mois auparavant. Il s'appelait Greg Stilson et n'était âgé que de 22 ans. Le coffre et la banquette arrière de la voiture étaient bourrés de cartons de livres, pour la plupart des exemplaires de la Bible de tout format, de reliures variées. Là résidait l'essentiel de la pensée humaine, la clé de voûte de la majorité silencieuse. La Bible, revue et corrigée par les préjugés nord-américains. Le bien absolu qui illustrait 16 planches en quadrichromie. Le livre broché, $1,69, garantie 6 mois en version de poche. Le Nouveau Testament pour 60 cents, sans illustration, mais avec Jésus notre Seigneur imprimé en rouge. Et pour les plus fortunés, existait enfin un ouvrage luxueux, La Voix de Dieu, vendu à $19,95, reliure ski vertex blanc, et le nom de l'acquéreur porté à la feuille d'or sur la couverture. 24 illustrations couleurs et un cahier encarté permettant de noter les dates de naissance, de mariage et de décès. Garantie 2 ans. D'autres titres figuraient également au catalogue. Le chemin de la foi de l'Amérique et la conspiration du communisme juif contre les États-Unis. C'est avec ces 2 derniers titres que Greg réalisait l'essentiel de son chiffre d'affaires. Leur vente dépassait celle de toutes les Bibles réunies. On y expliquait comment les Rothman, les Rothschild, les Roosevelt arrivaient à s'emparer des leviers de commande de l'économie mondiale. Un tableau explicatif montrait avec force flèche et pointillé à l'appui comment les Juifs descendaient en droite ligne du communisme, du marxisme, du léninisme et du trotskisme, ces derniers descendant eux de l'antéchrist et réciproquement. L'étoile de Joe McCarthy n'avait toujours pas pâli dans l'ouest du pays, et les fermiers de la Grande Prairie, électeurs de la majorité silencieuse, manifestaient le plus vif intérêt pour ces pamphlets antisémites et anticommunistes. Greg tourna à gauche pour se retrouver sur une route poussiéreuse menant à une ferme, à quelques 40 kilomètres de Hams, dans l'Iowa. L'endroit lui parut désert, peu engageant. Les stores de la maison étaient baissés, les portes fermées. Il allait certainement y faire chou blanc, mais comment savoir avant d'avoir essayé? Cette devise lui avait toujours réussi. Il ouvrit donc la portière de sa voiture et en descendit.
Un chien famélique aux oreilles basses se traîna vers lui. « Salut mon toutou !» fit Greg de sa voix grave et mélodieuse, la voix d'un vieux professionnel du baratin. Le chien ne parut nullement subjugué par cette voix pourtant flatteuse. Il poursuivit sa progression, bien décidé, semblait-il, à se payer un commis-voyageur pour son déjeuner. Greg remonta précipitamment dans la Mercury, ferma la portière et klaxonna à 2 reprises. Il était en sueur. Aucune réponse ne fit écho à ses coups d'avertisseur. Les bouseux qui occupaient cette ferme s'étaient sans doute entassés dans leur caisse pourrie pour aller faire un tour en ville. Greg sourit à cette idée. Et au lieu de démarrer, il se retourna pour rattraper sur la banquette arrière un aérosol tue-mouche qui contenait non de l'insecticide mais de l'ammoniac. Le sourire aux lèvres, il quitta à nouveau son véhicule. Le chien, aussitôt, poil hérissé, se mit à gronder. « Bon chien, ça !» fit Greg, charmeur. « Viens ici, approche, brave toutou !» Il détestait ces chiens de ferme qui, en l'absence de leur maître, paradaient tels d'arrogants petits Césars. Le chien rampait, prêt à lui sauter à la gorge. Dans une étable, une vache se mit à meugler. Le vent agita les blés de l'été, et lorsque le chien bondit, le sourire disparut de la face de Greg pour laisser place à un méchant rictus. Le représentant de commerce pressa sur la bombe. Un nuage d'ammoniac fusa, noya la gueule du chien, dont les aboiements se transformèrent en jappements de douleur. Le regard mauvais, Greg s'avança et donna un coup de pied à la bête, qui, au lieu de s'enfuir, se ramassa, voulant livrer bataille. Plein de hargne, grondant, le chien s'élança et planta ses crocs dans le pantalon de toile blanche du commis-voyageur, dont il arracha le revers. « Sale bête !» cracha Greg, furieux. Et à nouveau, il frappa le chien, assez fort cette fois pour l'envoyer bouler dans la poussière. Vaincu, la bête, les yeux pleins d'eau, la gueule douloureuse, les côtes brisées, voulut échapper à l'homme. Mais Greg Stilson le poursuivit, haletant, vociférant tel un damné, frappant et frappant encore la malheureuse bête gémissante, sanguignolante, incapable à présent d'éviter les coups. « Je vais t'apprendre, moi, à mordre, chien de merde. Personne ne peut me mordre, personne, t'entends ?» Le chien ne bougeait plus. « Quel plaisir peut-on prendre à frapper une mère de flasque ?» se demanda le représentant. Il avait mal à la tête. Le soleil, sans doute. Se livrer à une chasse aux chiens sous le soleil, quelle idiotie! Encore heureux qu'il ne se soit pas trouvé mal. Il ferma les yeux un instant, le souffle court. La sueur ruisselait sur son visage, telle des larmes. Des taches de lumière brûlaient ses paupières au rythme de sa respiration et l'éblouissaient. Il lui arrivait par moments de se demander s'il ne devenait pas dingo, et c'était le cas aujourd'hui. Au début, il n'avait voulu que balancer une giclée d'ammoniac sur le chien, afin de le voir se planquer dans sa niche. La voie aurait été ainsi libre, et il aurait pu glisser sa carte de visite sous la porte. Quel gâchis! Comment laisser sa carte à présent? Il rouvrit les yeux. Le chien gisait à ses pieds, la respiration précipitée. Il perdait son sang en abondance par une plaie au museau et servilement léchait les chaussures de l'homme. « T'avais qu'à pas déchirer mon falzar! Ça coûte 5 sacs, chien à la con, un futal !» Mais Greg devait abandonner les lieux. Le climat serait malsain si le bouseux et sa petite famille réappliquaient maintenant. Ils trouveraient leur fidèle Médor, raide mort, tué par un représentant de commerce pas gentil. La maison d'édition du Chemin de la Foi de l'Amérique n'engageait pas des tueurs de chiens comme des marcheurs. Tout en ricanant nerveusement, Greg remonta dans sa voiture, s'installa au volant et démarra vers l'est, roulant à plein gaz, en soulevant un épais nuage de poussière sur son passage. Il ne voulait à aucun prix perdre son boulot, en tout cas pas dans l'immédiat. En effet, il gagnait bien sa croûte. En plus des volumes placés pour le compte de la maison d'édition, il se livrait à un petit négoce personnel. Et puis, il rencontrait un tas de gens. Fallait bien en profiter, c'était le métier qui voulait ça. Un tas de pépés il rencontrait. C'était la bonne vie, mais pourtant, il n'était pas pleinement satisfait. Il sentait bien qu'il était fait pour autre chose, pas pour se balader dans tout l'Ouest, à essayer de fourguer des bibles et à trafiquer les bordereaux de vente, afin de récolter $1 de mieux par jour. Il roulait, la tête prise dans un étau, la douleur était terrible. Il sentait bien qu'il était fait pour la grandeur. Ouais, c'était ça, c'était même sûrement ça. Quelques semaines auparavant, il avait possédé une fille dans un grenier. Ses parents étant partis pour la ville voisine avec un camion chargé de poulets, la fille avait commencé par lui proposer un verre de limonade. Puis, une chose en amenant une autre, il l'avait culbutée dans le foin. Mais quand elle avait essayé de lui démontrer qu'elle avait été, en quelque sorte, abusée, alors il l'avait giflée. Sans vraiment savoir pourquoi, il l'avait giflée, puis était reparti comme il était venu.
En réalité, non, il ne l'avait pas giflée, il l'avait carrément frappée 3 ou 4 fois, jusqu'à ce qu'elle crie, qu'elle hurle au secours. C'est alors qu'il avait cessé de la frapper et avait essayé, par la seule force persuasive de son charme, de se montrer convaincant. Il lui avait présenté des excuses, après quoi il avait eu mal à la tête et des taches de lumière, comme autant de pointes de feu, lui avaient transpercé les paupières. Il s'était dit que c'était un effet de la chaleur dans laquelle baignait ce foutu grenier, mais ce n'était pas la chaleur qui provoquait ces brutales migraines. Il avait ressenti la même douleur dans la cour de la ferme lorsque le chien avait arraché le revers de son pantalon. Quelque chose de démoniaque avait pris possession de son être. « Je suis pas dingo », conclut-il à voix haute au volant de sa Mercury. Il baissa la vitre et laissa pénétrer la moiteur de l'été, la poussière de la route, l'odeur de la campagne. Il mit la radio, en poussa le volume à fond, parce que c'était une chanson de Patti Page. C'est pas une mince affaire de garder son sang-froid et son casier judiciaire vierge, pensa-t-il. Mais si vous y réussissez, alors vous devenez le roi de la piste. Et à ce jeu-là, il ne devenait pas mauvais. Il rêvait moins souvent qu'autrefois. Il ne revoyait plus son père, penché au-dessus de lui, son chapeau melon rejeté sur la nuque, en train de s'époumoner. « T'es bon à rien !» Et s'il ne faisait plus ce cauchemar, c'était tout bêtement parce qu'il ne correspondait plus à la réalité. Greg Stilson n'était plus un bon à rien. D'accord, enfant, il avait été souvent un cas difficile, mais son père avait péri lors de l'explosion d'un derrick, et il ne pouvait plus se venger de son vieux puisqu'il était mort. Une fois pourtant, il avait bien failli aller le déterrer, histoire de lui jeter à la figure « Tu t'es gouré, t'avais tort !» Et par la même occasion, il aurait ponctué son discours d'un bon coup de pied, comme pour le chien. Et immédiatement, la migraine revint. « Je suis pas dingo !» répéta-t-il en hurlant, cherchant vainement à couvrir la radio. Sa mère lui avait souvent dit et répété qu'il était destiné à accomplir de grandes choses, et il y croyait. Tout est affaire de circonstances. Frapper une femme ou tuer un chien. Mais surtout, ne pas oublier avoir toujours présent à l'esprit sa devise « sang-froid et casier judiciaire vierge ». Quelle que soit la nature de la grandeur, il la reconnaîtrait lorsqu'elle se présenterait, il en était persuadé. La grandeur se trouvait au bout du chemin, et il lui en coûterait peut-être des années pour le remonter. Il était jeune, le temps ne compte pas quand on sait qu'il convient d'attendre, en étant convaincu que la grandeur est imminente. Il ne l'oubliait pas, et Dieu veille sur cela. Greg Stilson, le coude sur la portière, se mit à siffloter, accompagnant la chanson que diffusait la radio. Il écrasa l'accélérateur. La vieille Mercury bondit jusqu'à 140 km à l'heure, et il dévalait à toute allure une route de l'Iowa à la rencontre de son destin. Les deux choses dont Sarah devait se souvenir ultérieurement furent son tour de chance à la grande roue de la fortune et le masque. Le temps aidant, lorsque ses pensées la ramenaient à cette terrible nuit, elle se remémorait plus particulièrement le masque. Johnny occupait un appartement à Cliffs Mills. Sarah y arriva à 8h moins le quart, après avoir garé sa voiture à proximité de l'immeuble. Elle se servit de l'interphone, puis attendit à la porte. Ce soir, il devait prendre sa voiture, celle de Johnny étant en révision au garage Tibet à Hampden. Une roue voilée ou un truc dans le genre. Mais un truc qui coûte chaud, avait-on précisé à Johnny. Et cela l'avait fait rire de son rire si particulier, alors que cette même nouvelle aurait fortement ennuyé Sarah. Elle traversa le hall, passa devant le tableau d'affichage, habituellement surchargé de petites annonces. Matériel IFI d'occasion, gardiennage d'enfants, pièces de rechange moto, partage de frais pour une descente en voiture en Californie, mais qui, ce soir, était presque entièrement recouvert par une grande affiche représentant un point fermé sur un fond rouge sang, avec pour toute légende « Frappé ». Nous étions en plein mois d'octobre 1970. L'appartement de Johnny, au 2e étage, donnait sur la rue principale. Cliffs Mills se composait avant tout de cette grande rue avec un feu rouge au carrefour, clignotant à partir de 18h, de 2 douzaines de magasins et d'une fabrique de chaussures, des mocassins, mais qui avait pour vocation, semblable en cela à toutes les localités proches d'Orono où se trouvait l'université du Maine, de subvenir aux besoins des étudiants, bière, vin, cinéma. Ce dernier s'appelait l'Ombre, programmation, arts et essais, rétro, nostalgie des années 40, etc. À la fin de l'année universitaire, on en revenait aux bons vieux films de Clint Eastwood et aux productions karaté kung-fu. Johnny et Sarah avaient achevé leurs études l'année précédente. À leur tour, ils étaient devenus professeurs.
Le corps enseignant, personnel administratif aussi bien qu'étudiant, voyait en Cleves Mills une cité dortoir. Les gens du cru détestaient cette faune estudiantine, leurs propos pédants, leur marche pour la paix au Vietnam. Ils n'en acceptaient pas moins leur argent et profitaient également des impôts locatifs versés à la municipalité par les enseignants, qui occupaient des logements propriétés de la ville dans un quartier rebaptisé par les étudiants Quadrilatère des Nuls ou Boulevard des Crétins. Sarah frappa à la porte. La voix de Johnny lui parvint, légèrement étouffée. « C'est ouvert !» L'appartement était plongé dans une obscurité totale. « Johnny ?» fit Sarah. Elle se demandait si les plombs avaient sauté. Elle s'avança, et le masque fit irruption devant elle. Il flottait dans les ténèbres, face monstrueuse, vision d'horreur, luisant dans un verre livide, un grand œil ouvert paraissant la fixer avec effroi. L'autre œil, à demi fermé, brillait, et on y décelait une lueur narquoise. La partie gauche du visage, celle de l'œil grand ouvert, paraissait normale, mais celle de droite appartenait à un monstre inhumain, en pleine décomposition, les lèvres épaisses et retroussées, découvrant des chicots. Elle poussa un cri aigu et recula. La lumière jaillit alors, et elle reconnut enfin l'appartement de Johnny. Un poster, fixé au mur par des punaises, montrait Nixon fourguant une caisse bonne pour la ferraille, la faisant passer pour une Cadillac dernier modèle. Par terre, bricolé par la mère de Johnny, des bouteilles de Chianti servaient de chandelier. Le masque ne faisait plus peur à Sarah. Ce n'était qu'un masque de Mardi Gras et rien d'autre. Les yeux bleus, bridés de Johnny, brillaient de malice. Il ôta le masque et resta devant elle, lui adressant un sourire désarmant. « Bienvenue, Sarah, dit-il. » Le cœur de la fille battait toujours la chamade. Elle avait été vraiment terrorisée. « Oh, très drôle, commenta-t-elle, prête à le planter là. Elle détestait ce genre de plaisanterie. « Oh, allez, je suis désolé, dit Johnny. « Oh, bah tu peux, lui répondit-elle. Elle lui jeta un regard glacé, ou du moins s'y essaya-t-elle. Sa colère l'abandonnait. Il était tout simplement impossible d'en vouloir à Johnny, et l'amour n'avait rien à voir dans l'affaire. Du reste, l'aimait-elle? Elle chercha la réponse. Bref, toujours était-il qu'on ne pouvait pas lui tenir rigueur de quoi que ce soit, ce qui l'amenait à se poser la question, quelqu'un pouvait-il le haïr? Aussitôt cette idée lui parut ridicule, et elle esquissa un sourire. « Ah bah voilà qui est mieux, mon pote, dit Johnny. « Je ne suis pas ton pote, dit Sarah. « Ah oui, c'est bien ce que je me disais, reconnut-il, après l'avoir déshabillée du regard. Elle portait un énorme manteau de fourrure, une imitation quelconque, du rat peut-être. Il n'y connaissait pas grand-chose. Il l'entoura de ses bras et l'embrassa. Elle résista, se refusa à lui rendre son baiser, mais bientôt sa voix vaincue et s'abandonna. « Je suis vraiment désolé de t'avoir fait si peur. » Il s'était excusé en frottant le bout de son nez contre le sien. « C'était juste pour l'essayer, reprit-il. Je compte porter ce masque vendredi. »« Oh, Johnny, je ne crois pas que ce soit très indiqué, dit Sarah. »« Bah si, au contraire, je compte bien semer la pagaille, répondit-il. Il n'y avait là-dessus aucune crainte à avoir, mais elle désapprouvait cette façon d'agir. Tous les jours, très institutrice, elle se rendait à l'école avec ses grosses lunettes, ses cheveux ramenés en arrière et serrés en un chignon très strict. Elle portait des jupes très décentes, au ras du genou, alors que les filles de son âge préféraient les minis. « J'ai pourtant de plus belles jambes qu'elle, constata-t-elle, pleine de ressentiment. Elle veillait à ce que ses élèves se mettent en rang par ordre alphabétique et se montrait sévère, expédiant le premier trublion au bureau du surveillant général. Sa vie n'était qu'une fastidieuse et scrupuleuse application des règles de la discipline. Pourtant, en dépit de ses efforts, elle estimait qu'elle était incapable de manifester la moindre autorité. Johnny, lui, était exactement le contraire, la définition du bon professeur prise à l'envers. Il déambulait de salle de cours en salle de récréation en affichant une stupeur ravie. Souvent en retard, négligeant les appels, il laissait les élèves s'installer où bon leur semblait, changer chaque jour de place suivant leurs caprices. Bien entendu, les mauvais sujets s'entassaient invariablement au fond de la classe. De grande taille, la démarche lourde, il avait été surnommé Frankenstein par les enfants. Il en paraissait plus amusé que contrarié. Ses cours, pourtant, et contre toute logique, se déroulaient dans le calme le plus absolu, et on y comptait peu d'absents. Sarah était loin de connaître le même succès, et souvent elle frôlait la crise de nerfs à en chercher la raison. « Tu veux boire un verre avant d'y aller ?» lui proposa-t-il. « Non, lui répondit-elle, mais tout à l'heure je te coûterai cher, je mangerai au minimum 3 hot dogs. » Il devait se rendre à Esty, à une trentaine de kilomètres de Cleves Mills, où se tenait la dernière fête foraine de la saison, dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres.
C'était la seule gloire de ce patelin. Oh, j'ai prévu tes goûts dispendieux, et j'ai quelques économies, répliqua-t-il. Je suis à la tête d'une vraie fortune, 8 $. Oh mon Dieu, minauda-t-elle en papillonnant des paupières. Moi qui ai toujours rêvé d'un homme riche, me voilà comblé à présent. Oh, nous autres, mauvais garçons, dit Johnny, savons récolter la fraîche. C'est comme ça, mon pote. Mais bon, allons-y. Il enfila son manteau. Elle le regarda accomplir ce geste avec beaucoup de tendresse. Pourtant, elle était légèrement excédée, victime de sa sempiternelle obsession. Sans doute Johnny est-il un charmant garçon, bourré de qualités, facile à vivre, drôle, sensible. Tel un commentaire off de télévision, le conte des vertus cardinales de Johnny s'empilait sous son crâne. Cela pouvait l'apprendre n'importe où, sous la douche, en préparant le dîner, en faisant les courses, en corrigeant ses copies. La suite, tout aussi obsédante, succéda. Mais tout cela est-il suffisant pour l'aimer? Et de quoi est fait l'amour? T'aurais pas besoin d'aller faire un tour aux toilettes? Lui demanda-t-il, plus prosaïque. Non, répondit-elle, amusée par sa question. Johnny faisait partie de ces gens qui ont toujours présent à l'esprit les servitudes de la nature. Elle jeta un coup d'œil dans la rue. Des gosses cavalaient dans le parking, jouxtant la pizzeria au coin de la rue. Elle les envia un peu, regrettant ce temps de l'insouciance. Ces mômes étaient indifférents aux Nixon, aux McNamara de tout poil, qui jouaient pourtant aux empêcheurs de danser en rond. Ses pensées revinrent à Johnny. Elle l'avait rencontré lorsqu'elle avait entamé sa carrière d'enseignante, mais elle le connaissait déjà de vue, car ils avaient suivi un certain nombre de cours ensemble. À l'époque, elle sortait avec la star de la classe, il s'appelait Dan. Trop beau, trop intelligent, voulant passer pour un esprit fort et y réussissant. Bref, un virtuose qui avait l'art de la mettre mal à l'aise, grand jouisseur, amant passionné, violent parfois, et il avait l'alcool mauvais. Elle se souvenait particulièrement d'une soirée où un type, prenant prétexte d'une réflexion de Dan sur l'équipe locale de foot, l'avait gentiment mise en boîte. Et aussi sec, Dan avait cherché la bagarre. Le type, pourtant, avait présenté ses excuses. Mais Dan n'en avait rien eu à foutre. Il cherchait la cogne, un point c'est tout. Il avait même charrié la nana du type pour le provoquer. Sarah avait voulu le calmer, elle s'était interposée. Mais il l'avait écartée, l'avait regardée fixement, une lueur étrange au fond des yeux. Elle en était restée interdite. Et pour finir, le type et Dan s'étaient retrouvés dans la rue, et Dan avait usé de toute sa violence pour lui administrer une correction. Il avait cogné, jusqu'à ce que le malheureux, il avait dépassé la trentaine et il n'avait rien du sportif, se mette à pleurer sous la grêle de coups. Elle n'avait jamais entendu d'homme pleurer et souhaitait ne plus jamais avoir à en entendre. Elle dut ensuite se sauver en compagnie de Dan. Le barman, devant la tournure des événements, avait prévenu la police. Elle aurait certes préféré rentrer seule chez elle ce soir-là, mais les bus étaient rares à cette heure avancée de la nuit. Et tout le temps que dura le retour, Dan ne desserra pas les dents. Quand ils étaient arrivés devant le foyer, elle lui avait déclaré qu'elle souhaitait ne plus le revoir. Comme tu voudras, avait-il simplement répondu. Il lui avait téléphoné une fois, 2 fois, et à cette deuxième tentative, elle avait cédé, elle s'en voulait encore. Leur relation avait ainsi duré jusqu'à la fin de sa dernière année de fac. Elle était tout à la fois effrayée et attirée par cet homme, son premier amant, en vérité son seul et unique amant, puisque ce soir encore, elle n'avait toujours pas fait l'amour avec Johnny. Sa liaison avec Dan lui avait été salutaire. Sans doute l'avait-il humilié, mais la leçon lui avait servi. Comme il ne prenait aucune précaution en ce qui la concernait, elle devait se rendre à l'infirmerie de la faculté et invoquer des règles douloureuses afin d'avoir une ordonnance lui permettant d'acheter la pilule. Sexuellement, Dan l'avait toujours asservie, jamais elle n'avait réellement connu le plaisir entre ses bras. Tirant de maigres orgasmes de sa violence et de ses pénétrations brutales, le dégoût d'elle-même allait de pair. Et leur liaison s'était brusquement terminée. Il venait de rater ses examens, ils s'étaient revus après les résultats. « Que comptes-tu faire maintenant » lui avait-elle demandé, un peu gênée. Elle était assise sur son grand lit, tandis qu'il entassait ses affaires dans 2 valises, et elle aurait voulu lui poser tellement d'autres questions, plus intimes, telles que « Resteras-tu à proximité ? Tu vas chercher du travail, suivre des cours du soir ? Ou bien « Y a-t-il une place pour moi dans tes projets ?» Mais questions qu'elle aurait été incapable de formuler à haute voix. « Je pars pour le Vietnam », avait-il dit. « Quoi » fit-elle. Fébrilement, il s'était mis à chercher sa feuille de route qu'il avait fini par retrouver sur une étagère. La convocation émanait d'un centre de mobilisation. « Mais tu ne connais pas un moyen pour y couper » avait-elle demandé à voix basse. « Non » avait-il répondu.
Peut-être y en a-t-il, mais je ne le connais pas. Et il avait allumé une cigarette. Et j'ai même pas envie de chercher la planque, avait-il fini par dire. Elle l'avait regardé, scandalisée. J'en ai marre, avait-il continué. Je suis fatigué de tout. J'ai pas envie de trouver un job, pas plus que de rester avec une bonne femme. Tu t'es pourtant donné bien du mal pour ça. T'imagines pas que j'ai jamais réfléchi à la question. Simplement, de mon point de vue, c'est que toi et moi, ça ne collera jamais. Et tous les deux, nous le savons parfaitement. Toutes ces questions ayant ainsi trouvé une réponse, elle s'en était allée. Elle ne devait plus jamais le revoir. Parfois, elle croisait son compagnon de chambre. Ce dernier, en 6 mois, avait reçu en tout et pour tout 3 lettres. C'est ainsi qu'elle avait su que Dan avait fait ses classes dans le sud du pays. Ce furent là les dernières nouvelles le concernant. Au début, elle n'en ressentit aucun chagrin. Toutes ces tristes rengaines qu'on peut entendre à la radio la nuit n'avaient rien à voir avec ce qu'elle ressentait. Les clichés de romans photos, les sirops sanglotés, pas davantage. Elle ne traîna pas de bar en bar, ne joua en aucune manière les Diane Keaton à la recherche d'un Mr. Goodbar. Presque toutes ses soirées étaient consacrées à l'étude studieuse de son programme de fac. Le départ de Dan était plus un soulagement qu'une souffrance. C'est seulement après avoir fait la connaissance de Johnny, dans une soirée dansante, qu'elle s'était rendue compte du désastre qu'avait été sa liaison avec Dan. Et avec le recul du temps, le vide de son existence amoureuse lui avait fait horreur. Rien, d'ailleurs, ne donnait réellement un sens à sa vie, si ce n'étaient les heures monotones consacrées à l'enseignement et celles vouées à la lecture. Et encore, trop souvent, il ne s'agissait que de livres de 4 sous. Elle se réveillait, prenait son petit déjeuner, se rendait au collège, retournait chez elle pour y prendre son repas, faisait ensuite la sieste, qui certains jours pouvait durer tout l'après-midi. Puis c'était l'heure du dîner, après lequel elle lisait jusqu'à vers 11 heures. Enfin, un quelconque programme télé pour conclure cette morne journée, et elle allait se coucher. La vie est quotidienne, comme peuvent l'écrire certains romanciers. Parfois, elle éprouvait une sorte de jubilation à se soumettre à une telle routine aussi monstrueuse. Durant toute cette longue période, elle n'avait plus pensé à Dan, oubliant jusqu'à son nom. Pendant 8 mois, elle n'avait pensé à rien. Le pays entier était en proie à des désordres de toutes sortes, sans qu'elle y ait prêté attention, ni aux flics, ni aux émeutes de cet été de violence. La radicalisation politique des dirigeants noirs, leur durcissement, les ghettos en proie aux flammes, leurs habitants devenus les cibles de fusils à pompe, Sarah n'en revenait pas d'être passée au travers de tout cela dans l'inconscience la plus complète. Heureuse simplement de s'en être si bien tirée, d'autant que maintenant les choses étaient rentrées dans l'ordre et il n'y avait plus rien à redouter. Puis elle avait rejoint son poste à Cliff Mills et s'était retrouvée de l'autre côté de la barrière. D'étudiante, elle était devenue prof. Enfin, peu de temps après son arrivée, elle avait fait la connaissance de Johnny. À présent, tout cela semblait tellement irréel. D'ailleurs, avec un nom aussi banal, aussi courant que John Smith, Johnny existait-il vraiment ? Certainement, il devait exister, et elle avait bien conscience de certains regards qu'il lui avait décochés, sans concupiscence, mais avec une saine et juste estimation de ce que cachait la robe de jersey gris-perle qu'elle portait lors de leur première rencontre. Il lui avait proposé d'aller voir ou revoir Citizen Kane au cinéma L'Ombre. Elle avait accepté, et ils avaient passé une agréable soirée ensemble, sans plus. Certes, pas le coup de foudre. Comme il se doit, il l'avait embrassée, et elle avait pensé « Ce n'est pas Errol Flynn », mais pourtant, il avait su la faire rire. Plus tard, ce soir-là, dans la chambre à coucher de son appartement, elle avait pris conscience, en regardant Bette Davis, dans le rôle d'une femme d'affaires fort antipathique, de la vacuité de son existence. Elle s'était mise à pleurer sur son triste sort, pleine de compassion envers elle-même. Elle était ressortie en compagnie de Johnny une deuxième fois, puis une troisième fois. Cela n'avait en rien bousculé son carnet de rendez-vous. Elle était libre, elle était seule. Élégante, jolie fille, elle n'avait pourtant pas manqué d'invitations après sa rupture avec Dan, mais elle n'avait donné aucune suite à ses propositions. Quelques rares fois, elle avait dîné avec le compagnon de chambre de Dan, à seule fin de l'entendre parler de son ex-ami. Ce qui lui valait quelques remords, son attitude envers ce garçon ayant été assez peu glorieuse. Quant à ses amies filles, elles s'étaient vite dispersées dans la nature après avoir décroché leur diplôme. Betty Hackman se retrouvait en Afrique avec le Peace Corps. Son engagement dans cette organisation avait plongé ses parents dans la consternation. Sarah se demandait parfois ce qu'il pouvait bien advenir de cette jeune fille, bon chic, bon genre, et égarée sous le soleil de l'Ouganda, elle qui rougissait comme un homard au premier coup de chaleur. Denny, quant à elle, s'était inscrite dans une école supérieure de commerce à Houston.
Et Rachel Gurgens avait épousé un ami d'enfance et attendait un bébé. Donc, et à sa grande surprise, John Smith était sa première relation suivie depuis très longtemps. Elle comptait pour nulles et non avenues les invitations de certains confrères. C'est qui, le professeur de maths, un vieux raseur, Roger Runz, qui, dès qu'elle avait posé le pied dans sa garçonnière, avait essayé de la sauter, elle l'avait giflé, et le lendemain, il avait eu le culot de lui adresser un clin d'œil coquin en plein hall de la fac. Johnny, lui, était drôle, bien élevé. Physiquement, il l'attirait, enfin, toute proportion gardée. Chez lui, un soir, en regardant la télé, ils avaient commencé à se caresser, et les choses n'en seraient certainement pas restées là. Mais un couple d'amis, profs eux aussi, étaient venus leur rendre une petite visite impromptue pour leur faire signer une pétition à propos de l'autonomie des universités. Sarah et Johnny avaient mollement donné leur accord. Pour la première fois depuis de longs mois, elle s'était sentie frustrée, physiquement en manque. Elle abandonna sa contemplation de la rue et alla s'installer sur le canapé où Johnny avait laissé choir le masque. « Si tu ne te dépêches pas, je pars sans toi » hurla-t-elle. « Oh, te gêne surtout pas » fit Johnny en écho à l'autre bout de l'appartement. « Oh, chiche » répliqua-t-elle. Elle effleura le masque d'un doigt. Est-ce Dr. Jekyll ou bien Mr. Hyde? Et à Noël, où seront-ils de leur relation? Mystère. Elle frissonna de plaisir, de l'imprévu, enfin. Elle se perdit dans la contemplation du masque. Hyde? Jekyll? Qui est qui? Pourquoi cette comédie tout à l'heure? Est-il normal? Mais qui l'est? Mais s'il l'était, aurait-il eu l'idée d'ainsi s'affubler? Johnny fit son entrée dans la pièce en écartant le rideau de perles qui séparait le salon de la salle de bain. S'il veut coucher avec moi cette nuit, je crois bien que j'accepterai, pensa-t-elle. C'était une pensée agréable, réconfortante. Pourquoi souris-tu? Lui demanda-t-il. Oh, pour rien, fit-elle, en ne s'occupant plus du masque. Vraiment? Insista-t-il. Cela semblait pourtant une pensée agréable. Johnny, dit-elle en se levant, puis posant les mains sur sa poitrine et se haussant sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Tu devrais savoir qu'il y a des choses dont on ne parle pas. Allons-y maintenant. Ils s'arrêtèrent une seconde dans le hall, le temps qu'il boutonne son blouson. À nouveau, le regard de Sarah fut attiré par l'affiche avec ce point sur fond d'incendie et le mot frappé. Ouais, il y aura encore de la casse, fit Johnny en suivant ce regard. Tu veux parler des manifestations? Demanda Sarah. Oui, le Vietnam, les facs surchargées, l'administration répressive, enfin, bref, tout le cirque des contestataires professionnels. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Demanda-t-elle. Par contestataires professionnels? Eh bien, les étudiants qui sont contre tout et rien, exception faite de leur diplôme, bien sûr. Ils s'inquiètent uniquement de savoir si le système leur accordera bien un job à 20 000 $ par an lorsqu'ils déboucheront sur le marché du travail. Des gars qui disent merde à tout sauf à leur bout de papier, eh bien, cette race-là a disparu, les temps ont changé. Maintenant, les étudiants se sentent autrement concernés par les aberrations du système. Voilà ce que j'appelle des contestataires de profession. Ah, je comprends, dit-elle. Mais quelle importance tout cela peut-il avoir pour toi maintenant? Tu en es sorti, toi. Il se redressa, piqué au vif. Je suis un vétéran des années 70, et je lève mon verre à notre bonne vieille politisation. Elle eut un sourire bref. Allons-y, dit-elle. J'aimerais faire un tour avant que tout ne soit fermé. Parfait, répondit-il. Alors partons, et il lui prit le bras. Avec ses 8 $, la soirée s'annonçait fastueuse. Le temps était couvert, mais il ne pleuvait pas. Déjà ça de gagné. Elle se serra contre lui. Tu sais que je pense très fort à toi, Sarah. Sa voix affectait un certain détachement. Vraiment? demanda-t-elle. Ah oui, vraiment, répondit-il. Mais je suppose que ce type, Dan, tu y penses encore. Et il t'a fait souffrir, non? Oh, je ne sais pas ce qu'il m'a fait, lui répondit-elle. Et elle était sincère. Le feu clignotant du carrefour faisait apparaître et disparaître leurs ombres sur le macadam. Johnny était plongé dans ses pensées. Je ne voudrais pas que ça se passe comme ça avec moi, dit-il après un long silence. Oh, je sais bien, Johnny, je sais bien. Laissons faire le temps, répondit-elle. Ouais, c'est ça. Le temps, nous en avons à revendre, reprit-il. Elle sentit l'amertume, le désarroi de l'homme qui l'accompagnait. Elle-même se sentait désarmée, bouleversée. Il lui ouvrit la portière de la voiture, la fit monter et prit ensuite place au volant. « Tu n'as pas froid ?» demanda-t-il. « Oh non, la nuit est douce et belle, » répondit-elle. « Oui, reconnut-il. » Tandis qu'il faisait démarrer la voiture, les pensées de Sarah étaient revenues au masque. Dr. Jekyll ou Mr. Hyde? Pour l'instant, tout allait bien.
Elle avait affaire au charmant Mr. Hyde. Cependant, l'existence du vilain docteur, horriblement défiguré, l'inquiétait. Ils gagnèrent le champ de foire. Les ampoules nues de l'allée centrale clignotaient, couvrant par intermittence le bleu des tubes de néon de la grande roue. La fête battait son plein. Elle n'avait qu'à se laisser aller, et tout irait bien. Elle oublierait jusqu'à l'existence du masque. Ils remontèrent l'allée en se tenant par la main, parlant peu. Cette fête leur rappelait leur enfance. Tous deux étaient natifs du Maine. Ils avaient fréquenté de nombreuses fêtes foraines semblables à celle-ci quand ils étaient encore dans l'enfance, il n'y avait pas si longtemps. Le décor de leurs jeunes années était en place. Papier gras voltant sur le parking, odeur des hot-dogs se mêlant à celle des fritures d'oignons et au parfum sucré des barbapapa. La sueur de bois, le crottin des petits ânes, le sourd grondement des montagnes russes, les détonations des carabines dans les stands de tir, le cri des aboyeurs de vents détente abritant de mystérieux spectacles. « Là !» fit-elle en s'arrêtant et en désignant du doigt une gigantesque toupie. « Bien sûr !» accepta Johnny, très prévenant. Il tendit un billet de $1 à la caissière, qui lui remit 2 tickets rouges et lui rendit sa monnaie, sans daigner renoncer à la lecture de son roman photo. « Pourquoi ce bien sûr, plein de prévenance, comme si tu t'adressais à une débile ?» demanda-t-elle. Il haussa les épaules, forçant la note quant à l'innocence de son regard. « Ce n'est pas l'expression qui me gêne, continua-t-elle, mais la façon dont tu l'as dite. » Le manège venait de s'arrêter. Les gens descendaient de la toupie, des jeunes pour la plupart. Johnny précéda Sarah le long de la rampe d'accès et présenta leur ticket au préposé du manège, qui semblait bien être la créature la plus triste de tout l'univers. « Parfait, » dit l'homme d'un ton lugubre. Il les installa dans une petite coque ronde et abaissa une barre de sécurité sur leurs jambes. Les coques tournaient sur de petites pistes circulaires, elles-mêmes comprises dans une grande roue. Le tout était mobile. À certains moments, la vitesse atteinte vous donnait le même effet d'accélération que les fusées de Cap Kennedy à leur décollage. Telles furent du moins les explications que Johnny donna à Sarah. « Oh, je préfère descendre, » conclut-elle. Mais la toupie les entraîna, précipitant la foire à leurs pieds, l'allée centrale, ses lampions, sa foule, dans une folle bousculade de lumière, de visages et de cris. Sarah riait, hurlait, bourrait les épaules de Johnny de coups de poing. « À peu de choses près, une fusée de Cap Kennedy, lui jeta-t-elle. Moi je t'en ficherais des fusées, c'est pire qu'une fusée, oui !» Et la toupie allait de plus en plus vite. Il se pencha pour l'embrasser, le bruit devenait infernal. Leurs lèvres se pressèrent, ils tremblaient de joie. Le tour achevé, ils descendirent bras dessus, bras dessous. Elle en profita pour lui mordiller l'oreille. Johnny interpella une grosse dame, pantalon bleu et mocassins, qui les dépassait et lui désigna Sarah du pouce. « Cette fille me cherche des ennuis, madame. Vous pourriez pas prévenir la police ?»« Ah, vous vous croyez malin, vous les jeunes, rétorqua-t-elle, en affichant clairement son mépris. Et elle reprit sa démarche pesante pour gagner un stand de loterie, tenant bien serré sur sa vaste poitrine son sac à main. Sarah éclata de rire. « Oh là là, je finirai mal, » admit Johnny. « Ma mère me l'a toujours prédit. »« Mais ta mère est très pieuse, n'est-ce pas ?» demanda Sarah. « Oh oui, on ne peut trouver plus bigote, » répondit-il. « Mais elle sait se tenir et ne pas trop le laisser paraître, c'est une femme bien. Elle ne peut résister à la tentation de me glisser en douce quelques brochures pieuses quand je vais la voir. C'est son affaire, mon père et moi sommes résignés. Au début, je la taquinais bien un petit peu, mais j'ai vite compris que ce n'était pas la chose à faire. Alors je la prends telle qu'elle est. »« Mais ton père, lui, n'est pas croyant ?» demanda Sarah. Johnny se mit à rire. « Lui ? Oh, j'en sais rien. Il est charpentier. » Il avait repris tout son sérieux, comme si le métier de son père pouvait servir d'explication à quoi que ce fût. « Et que dirait ta mère si elle savait que tu fréquentes une jeune catholique non pratiquante ?» demanda Sarah. « Tu viendras chez elle, et elle te donnera un tas de brochures qui contribueront à l'édification de ton âme. »« Ah, tu m'inviterais chez tes parents ?» demanda-t-elle. Elle le regardait avec une extrême attention. « Oh oui, j'aimerais bien que tu fasses leur connaissance, et qu'ils fassent la tienne. »« Mais pourquoi donc ?» demanda-t-elle. « Ah, comme si tu ne le savais pas, » répondit-il. La gorge serrée, le cœur battant, elle lui étreignit plus fortement la main. « Oh, Johnny, je t'aime. »« Oh, je t'aime bien plus que ça encore, » lui fut-il répondu le plus sérieusement du monde. « Emmène-moi sur la grande roue, » demanda Sarah. Elle cherchait à mettre un terme à ce qu'elle jugeait une crise de sensiblerie amoureuse. Elle voulait prendre le temps de réfléchir, de faire le point. Monter tout en haut de la grande roue, y dominer le monde, ses sentiments, sa vie. « Est-ce que je pourrais t'embrasser une fois là-haut » demanda-t-il, faussement emprunté. « Oh, 2 fois même, si tu en as le temps, » répondit-elle. Il cassa un nouveau $, tout en expliquant à sa compagne. «
Quand j'étais étudiant, j'avais un copain qui travaillait sur les champs de foire pour se faire de l'argent de poche. Il me racontait que tous les gars qui font tourner la grande roue sont bourrés 9 fois sur 10. Oh, je sais, l'interrompit-elle gaiement, on ne vit pas éternellement. Pourtant, tout le monde s'y essaye, reprit-il. Si tu observais plus attentivement tes contemporains, tu t'en serais rendu compte. Toujours fut-il que Johnny eut largement le temps de l'embrasser, alors que le monde s'étalait à leurs pieds. Après la grande roue, ils allèrent se perdre dans le labyrinthe aux murs miroirs. Ils y retrouvèrent des dizaines d'eux-mêmes, heureux de s'y retrouver. Puis il lui offrit des hot-dogs et un cornet de frites. 3 filles, exhibant leurs anatomies moulées de satin, leur firent marquer le pas devant un stand. « C'est le club Playboy du coin ?» s'étonna Johnny. « Entrez, entrez !» hurlait l'aboyeur, avant qu'un riff de Jerry Lee Lewis ne couvrît sa voix tonitruante. « Approchez, approchez !» reprit-il, lorsque Jerry Lee s'essaya à quelques vocalises langoureuses. « N'ayez pas peur, ces filles ne sont pas dangereuses. Venez en apprendre sur la question. Il y a eu certainement quelques lacunes dans votre éducation. Venez vous en rendre compte par vous-même. Entrez !»« Est-ce que tu veux parfaire ton éducation sexuelle ?» demanda Sarah. Il sourit. « Oh, j'ai quelques notions de base, cela doit me suffire. » Elle jeta un coup d'œil sur sa montre. « Il est tard, Johnny, et demain nous avons nos cours à donner. »« On n'est plus très loin du week-end, plus que demain. » Elle soupira, pensant à ses 50 cancres. Le couple revint sur ses pas. Les gens commençaient à quitter la fête. Des forains fermaient leurs stands, étalaient des bâches sur les manèges. Peu à peu, les lampes s'éteignaient. « Tu fais quelque chose samedi ?» demanda-t-il, cette fois avec une légère inquiétude. « Je sais que c'est un peu brutal, mais... »« Samedi ?» fit Sarah. « Je suis prise. »« Oh bon, n'en parlons plus. » C'était enfantin et cruel de le taquiner de la sorte. « Oui, je suis prise. Avec toi. »« Ah bon ? Oui, c'est vrai ?» Quelques fugitives sensations traversèrent les pensées de Sarah. À nouveau, elle connaissait le bonheur. N'était-ce pas merveilleux ? Elle se haussa sur la pointe des pieds afin d'embrasser Johnny, puis se détournant légèrement pour masquer son trouble. « Tu sais, dit-elle, je suis parfois bien seule le soir dans mon appartement. Peut-être pourrions-nous rester quelquefois la nuit ensemble ?» Il la dévisagea longuement, avec une tendresse, avec une gravité qui la fit frémir. « Tu penses vraiment ce que tu viens de dire ?» demanda-t-il. Elle acquiesça. « C'est merveilleux, fit-il, en la prenant dans ses bras. « Tu en es sûr ?» demanda-t-elle. « Ah oui, en ce qui me concerne, absolument. Et ma seule crainte, c'est de te voir changer d'avis. »« Mais c'est impossible, Johnny, tout simplement impossible, dit-elle. Et il la serra très fort. « C'est ma nuit de chance, reconnut-il. À cet instant précis, il se trouvait devant la roue de la fortune. Par la suite, elle se souviendrait que c'était le dernier stand ouvert au public à cette heure avancée de la soirée. L'homme qui se tenait derrière le comptoir était en train de compter sa caisse, de remettre de l'ordre sur la table de jeu. Au-dessus de lui trônait la grande roue à rayons, dont la circonférence était soulignée par de petites ampoules de couleur. « Si c'est votre nuit de chance, venez donc !» proposa machinalement l'homme, qui avait entendu la réflexion de Johnny. « La fortune changera vos cents en dollars. Tentez votre chance !» Johnny se retourna, intrigué par le baratin du forain. « Johnny, fit Sarah. « Oh, écoute, je sens que je suis en veine ce soir, dit-il. Et lui en est également persuadé. Pourquoi ne pas faire ce qu'il conseille, tenter ma chance, à moins que cela ne t'ennuie vraiment ?»« Non, fit Sarah, mais ne restons pas longtemps. » À nouveau, il la dévisagea avec sérieux, et à nouveau, elle ressentit un léger frisson la parcourir. Ça devait être ça, l'amour. « Oh, ça ne sera pas long, dit Johnny. L'air de la nuit fraîchissait. Ils étaient parmi les derniers visiteurs du parc d'attractions. « Alors, vous venez la tenter, votre chance, monsieur ?» fit l'homme. « Oui, répondit Johnny avec résolution. Il lui restait 1,85 $. La table de jeu, longue surface de plastique, avec ses nombres pairs et impairs, ne ressemblait que vaguement à une table de roulette. Néanmoins, elle aurait fait défaillir un flambeur de Las Vegas. Il y avait une case 0, bien sûr, et une case double 0, moins évident. La combinaison pair-impair rapportait seulement 2 contre 1. Johnny montra le double 0. Le forain se contenta de hausser les épaules, comme pour dire qu'il n'y pouvait rien. Cette arnaque ne fit pas perdre sa bonne humeur à Johnny. Il restait toujours aussi enthousiaste. C'est bien l'une des plus belles soirées qui lui ait été donnée de vivre depuis longtemps. Il regarda Sarah, un peu fébrile, les yeux brillants. « Qu'est-ce que tu crois ?» lui demanda-t-il. « Oh, pour moi, c'est du chinois, je n'y comprends rien, dit-elle. Ah, c'est pourtant simple, reprit-il. Tu joues un numéro, ou bien rouge-noir, ou bien pair-impair, ou une dizaine, et suivant ce que tu as choisi, les rapports diffèrent.
Il jeta un coup d'œil sur le forain qui les regardait, l'air narquois. Enfin, en principe, quand on respecte les règles, les rapports sont différents, corrigea-t-il aussi en lançant un regard noir au type. Oh bah, vas-y, dit Sarah, ça a l'air excitant. Noir, annonça Johnny, et il misa sur le noir. Le forain, dépité, considéra l'unique pièce de monnaie perdue au milieu de la table de jeu, et soupira, maugréant plutôt. Encore un flambeur. Ah. Finalement, il se décida à lancer la roue. Johnny porta machinalement la main à son front. Attendez, fit-il précipitamment. Attendez. Et il misa sur le 11. Alors, on peut y aller maintenant s'impatienta le croupier de foire. Oui, oui, ok, dac, allez-y. Et la roue se mit à tourner. Le forain lui donna de l'élan. Chiffres et couleurs se confondirent. D'une façon toujours distraite, Johnny se touchait le front. La rotation de la roue se fit moins rapide. On pouvait entendre le cliquetis du taquet souple qui accrochait les rayons, ralentissant la roue. Le taquet indiqua le 8, le 9. La roue tournait avec une grande lenteur à présent. Il semblait qu'elle allait s'immobiliser à la hauteur du 10, mais le taquet la laissa s'échapper et elle s'immobilisa enfin sur le 11. « Johnny, t'as gagné !» s'extasia Sarah. « Monsieur a gagné !» fit en écho le forain. Il donna 2 pièces à Johnny. C'était prévu, 2 pour 1. « J'avais bien dit que c'était ma nuit de chance !» commenta le regagnant. « Gagner au premier tour, c'est le hasard !» fit remarquer le forain. « Oh, vas-y, Johnny, essaye encore une fois !» fit Sarah. « Ok, » répondit-il. Le forain relança sa roue de la fortune. La mise avait été jouée sur le 7. Sarah chuchota à son compagnon. « Est-ce qu'il peut tricher ?»« En principe, non, » répondit Johnny sur le même ton de confidence. « La roue est équilibrée, vérifiée par la brigade des jeux de l'État. Ceci dit, il y a parfois quelques négligences. » La roue ralentit. Le 10 était passé, le 9 le fut à son tour. « Allez, encore 2 numéros !» s'exclama Sarah, tout excitée. Son cri retint l'attention d'un couple de jeunes gens qui s'arrêtèrent pour assister à l'issue du pari. La roue s'immobilisa, le 7 sortait gagnant. « Monsieur a encore gagné !» fit l'homme. Le forain doubla la mise de Johnny et lui tendit le tout. « Te voilà riche !» exulta Sarah, et elle embrassa Johnny. « Oh, riche, c'est le mot !» concéda le forain. « Mais il ne faudrait pas s'arrêter en si bon chemin. »« Alors, je tente encore le coup ?» questionna Johnny, hésitant. « Et pourquoi pas ?» l'encouragea l'homme de sa bonne fortune. « Ah oui, allez-y !» fit en écho un jeune type qui se trouvait dans l'assistance. Il portait un badge à l'effigie de Jimi Hendrix. « Il m'a taxé de 4 $, expliqua-t-il. « Alors, à vous de le taxer maintenant. »« Je joue si tu joues, » fit Johnny à Sarah. Et il lui tendit une pièce de monnaie. Après un moment d'hésitation, elle la posa sur le 21. Johnny baissa les yeux sur sa pile de ferraille tout en se frottant le front, comme s'il était en proie à une forte migraine. « Ce tour-ci, il n'y a que la dame qui joue. Pour ma part, je me contenterai d'être spectateur. » Elle le regarda, décontenancée. « Johnny » souffla-t-elle, mais il haussa les épaules. « Oh, j'ai un pressentiment, » confia-t-il. Le forain, excédé, leva les yeux au ciel, le prenant à témoin, semblait-il, de ses infortunes. Puis il lança la roue qui s'immobilisa sur le double 0, le numéro de la banque, le profit de la maison. « Le numéro de la crèmerie !» jubila le forain en faisant disparaître la mise de Sarah dans sa poche. « C'est normal, ça ?» s'inquiéta cette dernière. « Oui, » répondit Johnny, « le 0 et le double 0 rapportent à la banque. »« Eh ben, t'as eu bien raison de ne pas miser sur ce coup-ci, » dit-elle pour se consoler. « Oui, c'est vrai, j'ai été bien inspiré, » répondit-il. « Vous voulez peut-être un fauteuil ?» ironisa le forain, s'impatientant. « Alors, vous jouez ou c'est fini pour ce soir ?» Johnny fit son jeu sur le 30. La roue fut à nouveau lancée. De nouveaux venus s'agglutinaient autour du couple. Aux jeunes s'étaient joints des personnes âgées et un homme dans la force de l'âge, dont la cotte, grise de poussière de ciment, laissait supposer qu'il était terrassier. Combien ça peut rapporter à un tel commerce, s'enquit Sarah, tandis que la roue ralentissait. De 5 à 600 $ par soirée, ma petite dame, répondit le manœuvre. Le forain se renfrogna un peu plus, renonçant à lever les yeux au ciel devant l'énormité, à ses oreilles, de ce propos. Si ça pouvait être vrai, commenta-t-il, sans avoir à mimer le dépit. Bon, faites pas cette tête-là, reprit le manœuvre. Je sais ce que je raconte. Parfaitement. 5 à 600 papiers par soir, et facile 2000 le samedi. J'étais de la partie il y a 20 ans, je sais ce que c'est. La rotation de la roue avait perdu de sa force. Elle semblait une fois encore devoir s'arrêter à la hauteur du 0, du double 0. « Oh, c'est pas possible !» fit le fan de Jimi Hendrix avec l'air de ne pas y croire. « Oh, c'est pas fini. Attendez !» fit Johnny, la voix étrangement altérée. Sarah le regarda fixement. Il était visiblement inquiet.
Son regard était d'un bleu plus sombre que d'habitude. Le taquet bloqua la roue, désignant le 30. « Oh, c'est bien ma veine !» s'exclama le forain, devenu philosophe. La petite assistance exulta, acclama Johnny. Le manœuvre lui administra une telle claque sur les épaules qu'il faillit s'écrouler. Il put néanmoins empocher son gain. « Bon, c'est fini? On y va ?» demanda Sarah. « Encore une fois, souffla Johnny. Si je perds, je n'aurai perdu que ce que je viens d'empocher. Si je gagne, ça paiera la soirée. Sans oublier le plein d'essence, 16 $. Alors, faut pas hésiter, conclut le forain, parfaitement détendu à présent. Et miser n'importe où. Pour finir, ce n'est qu'un jeu. La foule, solidaire de Johnny, se resserra, retint son souffle. Le terrassier et les deux jeunes gens se collèrent contre Johnny et Sarah. Il s'ensuivit une petite conversation. Les deux jeunes réunirent un demi-dollar et misèrent sur le même numéro que Johnny. Le terrassier se présenta, Steve Bernard, et misa lui aussi $1 en jetant un coup d'œil entendu à Johnny. Sa compagne le regarda aussi d'un air encourageant. « Tous les œufs dans le même panier, si je comprends bien, » fit le forain. Les parieurs restèrent silencieux, butés. À présent, un groupe assez important s'était formé devant la loterie. Le forain donna un formidable élan à la roue de la fortune. Tous les regards suivirent ses révolutions. Sarah épiait Johnny, et à nouveau elle fut frappée par l'expression de son visage, fortement dessiné par un clair-obscur. Il lui faisait penser au masque sinistre avec lequel il l'avait accueilli. Dr Jekyll ou Mr Hyde, elle était mal à l'aise. La roue ralentit, les jeunes commentaient sa décélération. « Allez, un petit effort, ma vieille !»« Encore un petit coup !» encouragea Steve Bernard d'une voix enjôleuse. Tous avaient misé sur le 24. C'est là que s'arrêta la roue. Un murmure qui allait en s'enflant agita la foule. « Tu as encore gagné, Johnny, t'as encore gagné !» s'écria Sarah. Le forain jura entre ses dents, et l'air plus dégoûté que jamais régla les gains. $1 pour les mômes, 10 pour Johnny et 2 pour Steve Bernard. « Allez, on remet ça !» proposa un des deux jeunes. « Faites vos jeux !» Sarah regarda Johnny, incapable de dissimuler sa gêne. « Oh, dac, mais c'est la dernière !» répliqua Johnny. « Commencez, mon vieux, c'est à vous de faire !» invita le fan de Jimi Hendrix. Tous surveillaient Johnny. Pensif, ce dernier se triturait le front. Il semblait incroyablement soucieux, contrairement à ses habitudes. Quand il se décida, un frisson parcourut l'assistance. Steve Bernard surveilla la réaction de son épouse, qui haussa les épaules. Les deux jeunes gens hésitèrent un dixième de seconde avant de se décider et suivirent Johnny. Sarah sentit son estomac se contracter. Une sueur glacée l'inonda, la fit frissonner. L'élan de la roue était sur le point de mourir, elle faillit même s'immobiliser, et déjà le forain se frottait les mains. Elle était loin du chiffre gagnant. « C'est pas fini !» s'inquiéta Steve Bernard, la voix apeurée. Le forain suivait ce qu'il considérait comme un monstrueux effort de sa roue pour le faire perdre. Il n'en croyait pas ses yeux. Elle semblait quasiment immobile, et pourtant elle eut la force d'avancer jusqu'au 22, le numéro gagnant. Ce fut du délire dans l'assistance, une formidable explosion de joie. Tous ceux qui s'étaient attardés dans la foire semblaient s'être donné rendez-vous devant la roue de la fortune. Sarah, les tempes bourdonnantes, les jambes flageolantes, faillit s'évanouir. Elle n'en pouvait plus, ses tensions répétées l'avaient anéantie. « J'ai pas dû digérer mon hot-dog, pensa-t-elle. C'est pas grave, voilà ce que c'est de vouloir faire la fête. Le forain remit $2 aux jeunes, 4 à Steve Bernard et un gros tas à Johnny. Il faisait la gueule, mais n'était pas totalement désespéré. Il avait dû se faire dans les $1000 dans sa journée, il pouvait bien en perdre une pincée ce soir. Et puis c'était bon pour sa publicité. Le mot allait circuler, comme quoi sa roue n'était pas avare. Un beau gagnant, c'est toujours bon pour les affaires. Allez, faites vos jeux, fit-il ragaillardi. Plusieurs personnes se bousculaient pour miser, mais l'homme n'avait Dieu que pour Johnny. Allez, vous allez décrocher la timbale ce coup-ci, tout en pensant, ou bien je vais tout te repiquer d'un coup sec. Johnny consulta Sarah du regard. Ça ne va pas, s'enquit-il en remarquant sa pâleur. Tu es toute blanche. Oh, c'est mon estomac, répondit-elle. Je ne dois pas bien digérer. On pourrait peut-être rentrer. Oui, oui, bien sûr, fit Johnny. Il ramassa ses gains, tas de billets froissés sur la table de jeu. Son regard se porta une dernière fois sur la roue, et la bienveillance qu'il venait de témoigner à Sarah s'enfuit instantanément. Son regard à nouveau était dur. J'en ai pour 1 minute, dit-il. Oh Seigneur, pensa Sarah, il n'aura de cesse jusqu'à ce qu'il ait tout perdu. Et aussitôt, avec une étrange conviction, elle se dit, mais il ne perdra pas.
Alors, l'ami, on y retourne insista le forain. Johnny reposa les billets sur la table, sur le 19. La foule murmura. Un si gros paquet sur un seul numéro, une vraie folie. Oh, pousse pas trop, mon gars glissa Steve Bernard à l'oreille de Jimmy. Impassible, ce dernier contemplait le paquet de fric avec indifférence. Les joueurs ne le suivirent pas, ils l'abandonnaient. Non, pensa Sarah, ne le laissez pas seul, ne faites pas ça, pour l'amour de Dieu. Elle se mordit la lèvre pour ne pas crier, pour ne pas vomir. 50 $ en jeu, à 10 contre 1. Monsieur, fit l'homme de la roue, la brigade des jeux n'autorise pas une mise de plus de 2 $ sur un seul numéro. Allons donc, grommela Steve Bernard. Il est interdit aussi de miser plus de 10 $, et vous venez de laisser ce type en jouer 20 au coup d'avant. Alors, qu'est-ce qu'il y a? T'as le trouillomètre à 0? Mais, commença l'homme. Bon, alors, décidez-vous, aboya Johnny. Mon ami est un peu malade, j'ai pas de temps à perdre. Le forain affronta un instant les regards hostiles de la foule qui se pressait contre son stand. Ça commence à sentir mauvais, se dit-il. Il pige pas que ce mec va tout paumer et que j'essaye juste de l'en empêcher. Putain, qu'est-ce qu'ils sont cons. Bon, laissons pisser. Comme ça, l'autre idiot perdra tout et je pourrai fermer. Bon, dit-il, s'il n'y a pas de contrôleur de l'État parmi vous... Et il se tourna vers la roue. Je la lance, et personne ne peut dire ce qui va se passer. Il lança la roue. Le temps lui sembla anormalement long, la scène incroyablement confuse. Le vent de la nuit faisait claquer la toile de la tente au-dessus de la roue. Sarah, crispée, suppliait en son fort intérieur Johnny de la serrer dans ses bras. Mais il se tenait parfaitement immobile, les mains posées à plat sur la table de jeu, fixant les tours de la roue. Enfin, cette dernière ralentit. Jamais sa course n'avait paru aussi longue. Pourtant, Johnny ne se départait pas de son calme. 15, 16, le ralentissement était à la limite de l'arrêt. 17, son élan était achevé. 19, 20, un quart de seconde, on aurait cru qu'elle allait dépasser le 19. Elle renonça. Elle se stabilisa définitivement sur le 19. La foule saisie resta muette, pas un bruit. Puis un des deux jeunes gars annonça. Hé, mon pote, tu viens de ramasser 500 tickets. J'ai jamais vu ça, déclara Steve Bernard. Et ce fut l'explosion, la fête, les congratulations, les claques dans le dos, les poignées de main. Des gens bousculaient Sarah pour rapprocher le gagnant, le toucher. Rejetée, elle se sentit misérable, exclue. Sans force, elle était ballottée de tous les côtés. La roue tournait toujours dans sa tête. Tout à coup, Johnny fut à nouveau présent, là, à ses côtés. Enfin, il avait l'air attentif, avenant. « Je suis désolé, bébé, désolé. » Elle l'aima pour cela. « Oh, tout va bien maintenant, fit-elle, sans pourtant savoir si c'était la vérité. » Le forain s'éclaircit la voix pour annoncer « On ferme, on ferme !» La foule acquiesça en murmurant. Le forain regarda Johnny. « Je vais être obligé de vous faire un chèque, jeune homme. J'ai pas assez de liquide. »« Oh, comme vous voulez, répondit-il. Simplement, faites vite, mon ami est mal fichu. »« Bah oui, un chèque, parfait, ajouta Steve Bernard d'un ton plein de mépris. Il va te faire un chèque que tu pourras encadrer en attendant de le toucher. Moi, je vous assure, cher monsieur, commença le forain. Oh, rassure ta mère, elle en a besoin, le coupa Steve Bernard. Et il plongea sa main de l'autre côté du comptoir à la recherche du tiroir-caisse. Mais c'est du vol, hurla le forain. C'est du vol. La foule ne paraissait pas s'émouvoir. Oh, je vous en prie, fit Sarah à l'adresse du terrassier. Je me fiche de l'argent, cria Johnny, bousculant l'assistance pour frayer un chemin à Sarah. Vous êtes cinglé s'exclama le fan d'Hendrix, tout en s'écartant, ainsi que son copain, pour laisser passer Johnny. Oh, Johnny, implora Sarah en faisant un gros effort afin de ne pas défaillir. Prends ton argent. 500 $, cela représente 3 semaines de ton salaire. Allez, passe-la fraîche, rugit Bernard. Il tira dessous le comptoir une boîte à cigares qu'il négligea. Il fouilla toujours à l'aveuglette et mit enfin la main sur une petite caisse en métal couleur wagon. Il la jeta sur la table. S'il n'y a pas 500 tickets là-dedans, je veux bien bouffer la boîte devant tout le monde. Et il administra une solide claque sur le dos de Johnny. Eh, ton pognon est là-dedans, mec, ou alors je ne m'appelle plus Steve Bernard. Le forain laissa échapper un profond soupir, plongea la main sous sa chemise, attrapa une clé suspendue à une chaîne. La foule exprima son approbation. Sarah n'en pouvait plus, elle s'écarta de Johnny et fendit la foule. « Vous ne vous sentez pas bien ?» demanda une voix inconnue. Sarah hocha la tête et poursuivit son chemin. « Sarah !» appela Johnny. Elle courait. Le masque phosphorescent dansait devant elle.
Elle cherchait à fuir le docteur Jekyll. Elle heurta un lampadaire, s'y retint, se pencha et vomit. Elle sentait ses entrailles se déchirer. Elle rendit longtemps, cracha de la bile, octa. Elle dut se raccrocher au lampadaire pour ne pas tomber. Johnny, noyé dans la foule, criait son nom, mais elle était incapable de lui répondre. Lentement, elle reprit ses esprits. Elle cracha 2 fois pour se débarrasser de l'amertume au fond de sa gorge. « Sarah, Sarah !»« Par ici, Johnny !» réussit-elle à dire. Il accourut. « Ça va mieux ?» demanda-t-il. « Oh, j'ai vomi. » Il lui prit la main, plein de sollicitude. « Est-ce que t'as récupéré ton argent ?» Il jeta un coup d'œil à la liasse de billets qu'il tenait à la main et la fourra dans une poche de son pantalon. « Tu devrais faire attention, dit-elle. C'est beaucoup d'argent. »« Oh, bien mal acquis ne profite jamais, dit-il l'air sombre. C'est une des maximes de ma mère. Elle hait les jeux d'argent. » Sarah fut prise de tremblement. « Ça va ?» demanda-t-il. « Oh, je suis glacée, répondit-elle. Ça ira mieux dans la voiture avec le chauffage. Oh mon Dieu, ça recommence. Elle eut tout juste le temps de se détourner pour cracher un long filet de bile. Elle était chancelante et Johnny dut la soutenir. « Est-ce que tu pourras marcher jusqu'à la voiture ?»« Oh oui, j'espère. Ça va aller mieux maintenant. » Ils avancèrent lentement jusqu'au parking. Avec 1000 précautions, il installa Sarah, puis se glissa derrière le volant. « Il faut rouler un peu avant que le chauffage ne marche, dit-il. » Puis il jeta un coup d'œil à Sarah et remarqua la sueur qui perlait sur son front. « Est-ce que tu veux qu'on passe à l'hôpital ?» demanda-t-il. « Oh non, non, rentrons. J'ai juste envie de retrouver mon lit. » Il filait maintenant sur l'autoroute. « Je suis désolé de ne pas finir la nuit avec toi, Johnny. Vraiment. »« Oh, ça n'a pas d'importance, répondit-il. Je t'aime, Sarah. » Voilà, le mot était lâché. On ne pouvait plus revenir là-dessus. Un mot auquel il était difficile d'ajouter ou de répondre quoi que ce fût. « Merci, Johnny, dit Sarah. » C'était tout ce qu'elle avait trouvé. Il filait dans la nuit, dans un réconfortant silence.